Aujourd'hui, on est comme toujours dans des rushs improbables et des temporalités un peu diverses, un peu enchevêtrées, un peu multiples. Ça se précipite et ça n'avance pas dans le même temps. On voit un peu ce que ça donne. Moi, ça m'aurait amené, par manque d'imagination, vers Wittig, qui en avait beaucoup, et les articles de la pensée stoïque. Et en fait, j'ai eu envie de revenir à ce qui pour moi a été un genre de source. Toilette pour femmes de Marlene French. Globalement, à chaque fois que je parle de Toilette pour femmes, je sais que je fais un bide parce que c'est un roman qu'il est difficile de lire, déjà parce qu'il est en fait peu accessible. Peu accessible, c'est-à-dire peu connu aujourd'hui. Il est encore très connu aux États-Unis apparemment, et c'est quand même le genre de roman qui se transmet de mère en fille. Alors j'ai quand même l'impression peut-être plus de mère blanche à fille blanche. En tout cas, à mon avis, il y a des choses qui passent un peu sous les radars, quoique présentes, mais pas complètement là dans Toilette pour femmes. J'ai déjà fait une vidéo sur ce roman que j'aime énormément, et j'en ai parlé dans mon essai des femmes et du style pour un féministe gaze. C'est un roman que j'ai lu quand j'étais en quatrième, et je m'en souviens bien, parce que je l'ai lu chez ma correspondante allemande Isa, pardon. Et donc je sais aux années qu'il y a eu d'abord Pandora, ensuite Isa, ensuite Valérie. Donc je sais que c'était mon année de quatrième, vraiment, à peu près avec ce genre de repère. Ça avait fait rire sa mère. J'ai jamais trop su pourquoi, mais je pense que sa mère, qui était une femme extrêmement cultivée, savait très bien ce que c'était ce roman. Que moi je savais pas, et bizarrement je l'ai tenu de ma mère. Et je dis bizarrement parce que ma mère n'avait pas une conscience féministe très développée, et en même temps énormément de bribes étaient là. Moi, une des grandes questions de ma vie, et qui passe de façon plus abstraite dans mes sujets de recherche, c'est comment comment se rendre compte des injustices dont on est victime. Je dirais que les injustices dont on n'est pas victime, c'est à la fois plus simple, puisqu'elles ne nous touchent pas, et en même temps on s'en fout globalement. Enfin, quand je dis on s'en fout, c'est pas qu'on s'en fout, mais elles sont loin pour beaucoup de gens. Je ne veux pas dire par là qu'on manque d'empathie, mais je rappelle un peu l'émotion au kilomètre des journalistes, que l'accident à côté touche plus que celui, voire que le drame, beaucoup plus vaste à l'autre bout du monde. Bon, il y a un peu de ça. Mais moi, voilà, ce qui m'intéresse, c'est la conjonction très paradoxale de ce qui s'appelle en fait aussi le déni en psychologie et souvent vocabulaire féministe, mais de ce moment où on voit bien qu'il y a un problème, mais on n'a pas la verbalisation, la conscientisation, la théorisation qui permet de donner un nom, des théories, des explications aux dits problèmes. Et ça, moi, c'est vraiment une question que je trouve absolument fondamentale et bien sûr passionnante, parce que j'ai la chance de faire des choses qui me passionnent. Et c'est une des questions que je me pose quand je repense à Toilette pour femmes, de me dire, mais comment se fait-il qu'en ayant lu Toilette pour femmes en quatrième, Beauvoir, donc le deuxième sexe, Mémoire d'une jeune fille rangée, et surtout le deuxième sexe, et puis j'avais lu le tome 2 aussi des mémoires, en troisième, mais c'est le deuxième sexe que j'ai beaucoup relu, au lycée, tous les ans, comme John Irving, comment se fait-il qu'il m'a fallu tant de temps pour comprendre le féminisme, comment cela ne m'a pas protégée du viol, comment de toute façon la violence masculine, on va le dire, mais en tout cas la violence patriarcale plus largement, était déjà là, et avec cette grande question de désigne-t-on les individus, désigne-t-on le système, et il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, mais là ce sont des questions quand même encore un peu vastes. Et qu'est-ce que je vois maintenant que je n'avais pas vu, que beaucoup de femmes ont vu, enfin, c'est-à-dire en fait, c'est à quel moment qu'on va vraiment comprendre le texte. En gros, ça c'est une question qui est fondamentalement littéraire, peut-être bien plus que féministe, ou de justice sociale, ou de tout autre problème. Alors justice sociale, on a tendance à dire justice sociale, alors après comme ça, après on va s'appeler des woke, pour désigner certaines injustices et quand d'autres n'en seraient pas. En mode, le sexisme ne serait pas une injustice économique en gros, quand 80% des pauvres sont des femmes et des enfants. Soyons sérieuses, 5 minutes. Bien sûr que ce qu'on appelle justice sociale est aussi de la justice économique et que ça démarre par là. C'est ça aussi et peut-être d'abord le matérialisme. On va le rappeler, le premier chantier féministe, c'est pas les textes, c'est pas la littérature.
Ça, ce sont mes outils parce que c'est mon job. Le premier chantier féministe, c'est la pauvreté des enfants, la pauvreté des femmes seules avec des enfants, l'accès au logement, les sous-salaires, l'absence de mode de garde réellement efficace, l'absence ou l'inaccessibilité des emplois. C'est ça, les premiers chantiers. Il n'y a rien d'autre. Enfin si, il y a plein d'autres choses, mais le premier chantier, c'est ça. Et je le mets avant le viol, alors que je ne suis pas concernée. Mais c'est ça. Voilà. C'est une urgence économique, immédiate. Voilà. De survie, de l'ordre de la survie, à ce niveau-là. En passant, comme l'ont analysé pas mal de gens sur Twitter, notamment Unadona, que j'admire pas mal, le petit revenu qui est annoncé dans les lycées pro, pour les enfants de lycée pro, on ne sait pas encore s'il va être ou non compté dans les revenus RSA, mais en fait, il risque d'appauvrir les mères. Hein. Il risque, et de pas du tout augmenter les revenus d'un foyer au RSA ou qui va toucher des compléments. Alors bon, allocation familiale, ça c'est d'un côté, mais est-ce que ça va permettre de les maintenir? Mais notamment des revenus type prime d'activité, ce genre de choses, ça risque de sauter. Alors que les pensions, elles, données, sont déductibles des impôts. C'est ça, une injustice économique majeure, qui est pas 100% du sexisme inscrit dans la loi, mais qui est vraiment, donc c'est dérivés légaux notamment, et pas uniquement légaux bien sûr, du sexisme un peu partout, notamment dans l'application des lois. Et ça, on sait que c'est complètement patriarcal comme système. C'est analysé. L'impôt français est patriarcal, puisqu'il est fondé sur le quotient familial. Cela étant dit, ça c'est clairement des choses que je n'avais pas perçues. Moi, voilà, il y a cette question sur comment on parle d'un problème qu'on n'a pas perçu mais dont on souffre, comment on va commencer à le théoriser, et d'un point de vue individuel bien sûr, parce qu'en littérature on parle comme souvent d'individu, mais aussi collectif, ce qui remet en question toute une notion d'octorialité, et je trouve ça toujours aussi passionnant. Mais plus largement, comment ça veut dire, c'est une grande question qui est comment on interprète les textes. Et comment on comprend les textes, et pourquoi à un moment, un texte nous met une énorme claque, pourquoi on va l'oublier, pourquoi on va le relire, pourquoi à un moment il se révèle et c'est clair. Et ça, moi, c'est vraiment l'axe politique qui m'intéresse dans ces questions-là. Voilà. Ça, c'est un peu un des grands axes de mes recherches qui va impliquer des théories de la réception et des théories de la lecture et qui va trouver des réponses dans des réceptions, des filiations, des héritages, mais aussi des silences. Parce que les silences montrent que quelque chose soit ne peut pas se dire, par exemple parce qu'il y aurait des formes de censure, parce qu'il y aurait des retenues, soit parce que ça ne peut pas se dire, parce que c'est ce qu'on va appeler l'indicible, c'est trop compliqué à verbaliser, parce que des fois aussi les interprétations, les théorisations sont beaucoup trop dures. Et on va rappeler que l'espérance de vie des Saint-Simoniennes est assez courte, et que l'espérance de vie, et qu'elles sont au moins deux à s'être suicidées à 34 ans. C'est pas fun. Moi j'en ai 35, je vais sur les 36. C'est plus vieux qu'une Saint-Simonienne. Et ça, en fait, c'est d'une certaine façon, si vous avez des pensées noires, il faut vraiment demander de l'aide, c'est pas normal. Voilà. Et ça, c'est des choses qui n'existaient pas au XIXe siècle. Mais c'est pour une part le poids de ce qu'on appelle la désillusion, la déception fondamentale liée, qui est ce hiatus monstrueux, on devrait dire cet hiatus parce qu'hiatus ne fait pas hiatus, mais ça me heurte à chaque fois. Malte à propos, dira-t-on. Mais voilà, entre l'espérance et surtout la temporalité de l'espérance, notamment saint-simonienne, ça va changer et on va le voir. Et dans un topo quasi messianique chez les saint-simoniennes, et ça n'arrive pas. Ça ne change pas. Et avec aussi donc cette fin d'une illusion pédagogique qui repose sur on va expliquer aux hommes, ils vont nous écouter, ils vont comprendre, ça va changer, on va être respecté. Elles sont très déçues. Donc il y a
Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles elle se tourne autant vers l'éducation, etc. Avec cette espérance absolue qu'une fois le projet d'égalité, qui s'appelle pas féministe à l'époque, transmis, l'égalité, alors ce qui pour elle est une forme d'équité, de complémentarisme, enfin c'est des façons de penser qui ne sont pas tout à fait les nôtres, mais sera réalisé qu'il n'y aura donc plus de choses à faire parce que ce sera fait. L'utopie sera réalisée. Et que ce n'est qu'une question donc de temps, de réforme, elles sont plutôt réformatrices que révolutionnaires, de mise en place de ce genre de choses. C'est dur, hein. Moi, là, je m'intéresse à un roman que j'aime beaucoup. Alors, je l'ai repris, ça me permet de laisser une lecture plus cool à l'ami à qui je l'ai prêté, c'est important. Hop là, je crois que je vous ai mis un coup de boule avec ma tête. C'est donc Toilette pour femme de Marine French, donc l'ami qui est là, comme ça pourra prendre un peu plus de temps pour le lire. Puis, en fait, je vous dis, il est difficile d'accès. Je sais pas s'il est encore beaucoup en bibliothèque ou s'il est désherbé. Il doit finir par être désherbé, ce qui veut dire qu'il coûte 2 balles, 3 balles, parfois 1 euro. Sur les sites en ligne, je vais vous mettre un lien Chasse aux livres. Chasse aux livres, c'est un site qui regroupe plein de sites d'occasion. Globalement, il y a quand même des trucs que j'ai trouvés, même sur des sites indexés qui n'étaient pas indexés sur Chasse aux livres, ça arrive. Mais enfin bon, c'est quand même pas mal fichu. Et parfois, il y a des trucs où on croit voir et en fait, c'est un article qui n'est plus en vente. Bon, ça arrive, c'est pas grave, c'est le job. Le bouquin, si vous cherchez un peu, vous allez en trouver tout de suite des éditions pirates anglaises. Les éditions anglaises, elles sont toujours publiées. Tout Marine French se trouve facilement et à peu de frais, globalement. Et c'est très chouette. Ouais, c'est un roman que j'ai appelé un roman conversation, mais pas exactement polyphonique. Polyphonique, c'est quand même souvent quand on va avoir des alternances de voix par chapitre. Ou dans des cas plus rares et plus complexes, des entrelacements de voix au sein du texte. Ça, c'est ce qu'on a par exemple dans l'Opoponax de Monique Wittig. C'est toujours aussi beau l'Opoponax. On n'hésite pas à le relire et on n'oublie pas que Les Guerrières est en lecture à Béton Salon, à Paris Diderot, pour les Parisiennes, le 30 septembre. Toilette pour femme, on s'en rappelle, ça commence par ce personnage. Donc c'est qu'on a quand même une protagoniste et on va quand même avoir un collectif autour. Mais on a quelque chose de l'ordre du roman conversation. Moi je voudrais juste parler des amitiés, comme quand j'avais parlé un peu de Virginia Woolf et de ce passage extraordinaire. Il me semble que c'est dans Une chambre à soi de Chloé Mette Olivia. C'est un peu ça aussi. Je voulais en parler en juin, puis finalement je suis... vu que j'avais pas l'ouvrage, j'ai fait autre chose. On va voir ça maintenant. Alors, et j'aime beaucoup les entre... Alors, je pense qu'elles vont peut-être saouler pas mal de lectrices, hein. Mais voilà. Alors, on a ce personnage, j'allais dire Mara, mais ce personnage de Mira, ça c'est parce que j'ai envie de vous conseiller, mais je ne l'ai pas encore lu. Les théories féministes voyageuses de Mara Montanaro. Mais Mara est une vraie femme, elle n'est pas un personnage littéraire. On se rappelle, alors il me semble que j'avais dû lire ce passage, Mira était une petite fille indépendante, etc. Page 21 et suivante. Et moi, je voudrais lire un moment où elle a grandi, et elle s'est mariée, et elle vient d'accoucher, et ça commence. Donc elle va découvrir son enfant, et puis en fait, après, elle va découvrir autre chose qui était inattendue. Je prends ça un peu au hasard, on est après l'accouchement. Et elle réclame son enfant, et commence à être un peu inquiétante pour l'équipe médicale. Je vous rappelle qu'on est dans les années 50. C'est pas fun pour les femmes, les années 50. Et là, on est typiquement dans ce que Betty Friedan, dans La femme mystifiée, mystique féminine, a appelé le problème qui n'a pas de nom. C'est cette espèce de dépression. Alors, elle va vraiment arriver plus tard. Je sais pas où je l'ai foutu, mon Friedan. Mais j'ai fait une vidéo sur Betty Friedan. C'est un livre. Je trouve qu'on est sévère. Bien sûr que c'est du féminisme blanc. Betty Friedan n'avait pas l'air d'être quelqu'un de très sympa, mais je trouve qu'on est sévère avec un livre qui a quand même une importance historique. Et qui n'est pas bête comme livre. Je vous dis pas, il fait pas tout, non. Mais il faut peut-être voir aussi ce qu'il fait déjà et qui n'est pas si mal. Et qui n'est pas si simple. Parce qu'il voilà, y a ce truc qui est quand même assez énorme. Et on ne peut pas le mesurer. Mais... Oh, ça me donne envie de pleurer. Mais on a du mal à imaginer à quel point il est dur
dénoncer des problèmes qui ne sont pas dits, qui sont indicibles. On le voit un peu à la façon dont on n'écoute pas les victimes d'inceste, par exemple. Mais en fait, c'est quand même beaucoup plus large que ça. Et Betty Friedan, elle a quand même réussi à dire quelque chose qui ne suffisait pas, mais qui n'était pas dit avant elle. Et ça, c'est quand même pas mal. Et qui n'est pas exactement ce que fait Beauvoir. Beauvoir est indépassable. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas des points aveugles, des contradictions. Je ne dis pas qu'elle a été correcte, ni dans sa vie, ni que tous ses textes sont géniaux. Non. Mais Beauvoir, c'est incroyable ce que fait Beauvoir. Elle commence ça, on parle de Mira qui vient d'accoucher. C'est une jeune parturiente, comme on dit. À comprendre qu'étant donné son comportement, pendant l'accouchement, il la croyait folle et capable de s'en prendre au bébé. Quelques jours plus tard, une infirmière lui confirma que des femmes le faisaient parfois. Parfois même, elles se suicidaient ou essayaient de le faire. Ça, c'est la dépression postpartum. Mais là, on voit que le problème n'a pas de nom. C'est juste écrit. Cela avait un nom aussi, pardon. Dépression postpartum. Alors là, vraiment, j'ai l'air un peu con. Mais ce que j'aime, moi, c'est justement cette progression. Elle sourit avec amertume. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir le nom ici qui va psychiatriser. On le voit avec folle, etc. Mais pas l'analyse systémique, théorique, politique. Elle sourit avec amertume, bien sûr, que c'était fou. Toutes les femmes adoraient être enceintes, étaient folles de joie d'accoucher, faisaient de leur mieux pour aider les gentils médecins. Elle vient d'être maltraitée. Elles étaient toutes de gentilles petites filles. Et, quand leur bébé était né, elles étaient si heureuses. Et serraient leur petit chouchou en gazouillant. Évident. Et si vous ne faisiez pas ça, vous étiez sinoc, c'est-à-dire vous. Personne ne s'était jamais demandé pourquoi des femmes tuaient les bébés qui leur avaient causé tant de douleurs ou se suicidaient alors que les douleurs avaient cessé. Elle avait pris une bonne leçon. Il détenait le pouvoir, il fallait agir de la façon que l'on voulait vous voir adopter. Sinon, ils étaient capables de garder l'enfant de votre propre corps et de votre douleur. Il fallait deviner ce qu'ils attendaient de vous et vous y conformer. Alors, j'ai perdu ma ligne. Et, si vous le faisiez, vous pouviez vous en tirer sur cette terre. Quand l'infirmière revint avec l'enfant, Mira lui sourit. Elle interrogea de nouveau à propos des 2 bosses et de la forme de la tête, car elle ne se fiait pas à ce que lui avait dit l'infirmière du matin. Elle comprit que ces marques étaient un stigmate, non pour l'enfant, mais pour elle. Elle n'avait pas poussé. Finalement, l'infirmière lui laissa le nouveau-né dans les bras et, après l'avoir observé pendant quelques minutes, quitta la pièce. C'était marrant. L'infirmière avait dit de ne pas laisser son cou sans soutien parce qu'il n'arrivait pas à tenir sa tête tout seul. Et de ne pas toucher sa fontanelle parce que c'était encore mou. Le crâne n'était pas encore refermé. C'était terrifiant. Le bébé avait l'air vieux et parcheminé comme un homme âgé. Il avait un peu de duvet sur la tête. Lorsqu'elle fut certaine que l'infirmière était partie, elle arrêta de sourire et ouvrit la couverture. Elle scruta son contenu. 2 bras, 2 jambes, des mains et des pieds intacts. Elle observa avec surprise les minuscules ongles des pieds et des mains. Ils étaient un peu plus bleus que le reste du corps qui était taché de bleu et de rouge. Nerveusement, en regardant si l'infirmière n'était pas revenue, Mira défit les épingles à la nourrice d'un côté de la couche. Un pénis minuscule comme un verre se dressa soudain et lui fit pipi juste dans l'œil. Cela la fit rire. Elle referma la couche et contempla le nouveau-né. Elle découvrit des ressemblances familiales, surtout avec un de ses oncles défunts. Il était couché, les yeux fermés, mais sa bouche remuait et ses mains minuscules se serraient convulsivement. Il devait avoir peur, se dit-elle, après tant de journées passées dans la chaude obscurité de son ventre. Elle mit son auriculaire dans la toute petite main quand elle s'ouvrit, le bébé la grippa et le tint fort. Les minuscules doigts devinrent bleus sous l'effort et les ongles complètement blancs. Quelque chose se passa en elle, tandis qu'il continuait de serrer son auriculaire. On aurait dit qu'il essayait de le mettre dans sa bouche. Elle sourit. Toujours dès le tout début,
je veux, je veux. Elle abandonna son doigt à son étreinte et l'aida à l'introduire dans sa bouche. Il essaya de le sucer, bien qu'il ne parut pas très bien savoir comment s'y prendre. Elle le serra davantage contre son cœur et se laissa tomber en arrière avec lui. Il s'installa tout contre elle, presque tourné vers elle, et se détendit. Quelques minutes plus tard, l'infirmière entra et l'emporta avec elle. Mira était allongée, la tête sur l'oreiller, le corps complètement calme. Ses bras se sentaient vides. Elle sentit que quelque chose se passait dans son corps, un tiraillement qui partait de vers son sexe et qui perçait à travers son estomac, sa poitrine et son cœur, tout droit vers sa gorge. Ses seins lui faisaient mal. Elle avait envie de les mettre dans la bouche du bébé, elle avait envie de le tenir dans ses bras, elle avait envie de mettre un doigt dans sa main et de l'étendre contre elle et que, réchauffé par son corps, il sente son cœur battre. Elle avait envie de s'occuper de lui. Ce qu'elle éprouvait, elle le savait, était de l'amour. Un amour plus aveugle et même plus irrationnel que l'amour sexuel. Elle l'aimait parce qu'il avait besoin d'elle. Qu'il fût à elle issu de son corps était secondaire. Il était désarmé et se déplaçait contre le corps de Mira, comme s'il s'agissait du sien, comme s'il était la source de tout ce dont il avait besoin. Elle savait qu'à partir de ce jour, sa vie serait dictée par cette minuscule créature, que ses désirs seraient la chose la plus importante de sa vie, qu'elle cesserait à jamais d'être l'objet, qu'elle essaierait à jamais d'être l'objet de cette étreinte convulsive, ce gentil petit bouton de rose, se dit-elle en épongeant l'urine de son œil. Mais, d'une certaine façon, tout allait bien grâce à cet amour, qui n'était pas que de l'amour, qui était encore plus qu'un besoin. C'était un désir impérieux et la solution à tous ces maux. Et on va continuer surtout. C'est le moment du Caire, mais quelque chose qui est instinctuel, organique. C'est aussi assez discutable. On va voir surtout comment c'est construit, à la fois dissocié et construit dans le roman. Je continue, je suis toujours... On a commencé page 83, je suis maintenant page 85, c'est le chapitre 20. Au cours de la journée, elle avait entendu des voix de l'autre côté du rideau rose. Elles étaient basses, des murmures même, et elle n'avait pas saisi leurs propos. Maintenant, l'infirmière, ayant apparemment décidé qu'elle était, à tout bien considéré, saine d'esprit, ouvrit les rideaux autour du lit. Elle était dans une grande salle, bien éclairée, avec 3 autres femmes. Tous les lits avaient leur tête placée contre les murs. Les 3 femmes la saluèrent, comme une invitée en retard, qu'elles auraient attendue. « Oh, vous êtes réveillée! On essayait de ne pas vous déranger. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vos points de suture vous font mal, parce qu'elles ont toutes eu des épisiotomies? Mutilation quasi obligatoire. Votre bébé est très beau. Je l'ai vu quand l'infirmière l'a amené. Il viendra la crier quand il sera grand. Il a réveillé toute la maternité la nuit dernière. » Elle éclata de rire, ce qui révéla l'absence de plusieurs dents. Mira rit aussi. « Ça va bien, je vous remercie. » « Et vous ?» Tout le monde allait bien. Elles étaient en pleine conversation. Et c'est ça. Par la suite, Mira fut incapable de se rappeler de quoi il avait été question. Peu importait, leurs propos n'étaient jamais linéaires. Ils n'avaient ni début ni fin, et c'était là l'important. La conversation fit tours, retours et détours. Elle pouvait parler de n'importe quoi. L'important n'était pas dans ce qu'elle disait. Mira les écouta 4 jours durant. Parfois même, elle se joignit à elle. Elle comparait leur nombre de points de suture respectifs, mais ne se plaignait jamais. Sauf une fois quand, rideau tiré, alors que l'infirmière la lavait, Mira entendit Amelia murmurer un peu anxieusement qu'elle avait très mal, là. Elles comparèrent les livres et grammes de chair de bébé produite, gazouillèrent devant le bébé de 13 livres de la minuscule Amelia, comparèrent le nombre et l'ordre de leurs enfants. Grace en avait 7, Amelia 4, Margaret 2, et c'était le premier de Mira. « Votre premier !» s'exclamèrent les 3 autres en souriant de plaisir, comme si Mira avait accompli un acte prodigieux. Elle l'avait fait, elle était avec elle à présent. Elles parlèrent de leurs autres enfants. Margaret se faisait de la bile pour son gosse de 3 ans. Accepterait-il le bébé? Grace éclata de rire, puis s'arrêta et se mit la main au côté en haletant. On lui avait fait une césarienne.
Elle ne se faisait plus de ce souci à ce propos, répliqua-t-elle. Ses enfants seraient ennuyés s'ils ne trouvaient pas un nouveau-né dans une petite crèche tous les 2 ans. Quel âge avait son aîné lui demanda Mira. 16 ans, dit-elle. Mira voulut lui demander, mais n'osa pas. Quel âge elle avait elle-même? Elle devait se situer entre 34, 35 et 50 et quelques, calcula Mira. Mais elle en paraissait 50 et quelques. C'était celle à qui des dents manquaient. Lorsque Mira vit son époux, il lui rendit visite ce soir-là. Elle sut que Grace devait avoir la trentaine. Son mari était jeune. Elles parlèrent, reparlèrent et parlèrent encore, mais avec beaucoup de délicatesse. Si l'une d'entre elles se rencognait contre son oreiller et fermait les yeux, les 3 autres baissaient la voix, et parfois même tombaient dans un silence complet. Elles parlèrent de bébés, enfants, boutons, coliques, formules sanguines, nourriture, chagrin. De la meilleure façon de réparer un tapis troué, de leurs recettes de hamburgers favorites, des moyens faciles de faire un maillot de bain. Elles avaient caractérisé leurs enfants et en parlaient ainsi. L'un avait du caractère, l'autre était timide, le troisième était doué, le quatrième se heurtait avec son père. Mais elles semblaient ne pas du tout juger ces faits. Elles ne lui permirent pas de voir si elles étaient contentes ou mécontentes de ce caractère, de cette timidité et intelligence ou harmonie. Leurs enfants étaient, voilà tout. Ils étaient ce qu'ils étaient et ces femmes les aimaient tels qu'ils étaient. C'étaient leurs enfants qu'elles avaient en tête. Elles parlaient rarement de leur mari. Lorsqu'elles le faisaient, c'était au passage, comme quelqu'un qui vit emprisonné dans une institution se doit d'en mentionner les structures. Les maris étaient d'étranges, d'inexplicables créatures, qu'il fallait respecter, une contrainte qu'il fallait subir. On sait ce que ça veut dire. L'un mangeait du poisson, l'autre pas de légumes, un autre refusait de manger en même temps que les enfants. L'un jouait au bowling 3 soirs par semaine et devait manger tôt. L'autre interdisait tout ménage pendant qu'il était là. Leurs relations privées avec leurs hommes, leurs sentiments, étaient cachés. Et Mira eut la très forte sensation qu'ils étaient secondaires à côté de la grande, de l'absorbante chose, les enfants. Elle était attirée par ces femmes, parce qu'elles étaient chaleureuses et l'acceptaient sans problème. Elle se dit que si elle avait habité le même bloc d'immeubles que n'importe laquelle d'entre elles, elles auraient été moins bienveillantes. La salle d'hôpital, comme tout collectif artificiel, facilite l'amitié. Leur conversation lui cassait souvent les pieds, même si elle lui apprenait des choses. Quand elle rentra chez elle, elle raccommoda le tapis du living room, de la façon qu'avait dit Amélia, et cela tint. Mais ce n'était pas leur conversation elle-même qu'elle écoutait. Elle écoutait ce qu'il y avait derrière. Quand elles allèrent mieux et que la douleur des sutures s'estompa, elles rirent plus souvent et de meilleur cœur. Mari, belle-mère, enfant, tout était prétexte à rigoler. Mais elles ne parlaient jamais d'elles-mêmes. Elles ne se plaignaient pas, elles n'insistaient pas, elles ne réclamaient rien, elles semblaient ne rien désirer. Mira, habituée au monde égoïste des mâles, elle-même, après tout, en faisait partie. Mira a fait des études. Et à ces incessants jeux, était étonnée de l'absence d'égoïsme de ces femmes. Elle avait toujours aimé faire valoir son intelligence, ses opinions, ses connaissances. Mais quand elle écoutait ce qui, un mois plus tôt, lui aurait semblé être une conversation idiote, elle entendait ce que les femmes disaient vraiment, et cela lui faisait honte. C'était « oui, je suis comme vous. Je me préoccupe des mêmes choses que vous. Le quotidien, l'ordinaire, menu dépenses et petites réparations. Et je sais comme vous que, d'une certaine façon, ces choses terre à terre comptent davantage que les grandes actions qui se déploient, fusion de sociétés, violation territoriale, dépression et décision du cabinet du président. Non que les choses dont je m'occupe soient importantes. Mon Dieu, non, ce ne sont que de petites choses, mais elles comptent, vous savez, elles comptent beaucoup dans une vie, dans ma vie, celle de mes enfants, même celle de mon mari, quoiqu'il ne veuille jamais l'admettre. Mon mari a piqué une colère parce qu'il n'avait pas de café à la maison un matin. Le croiriez-vous? Un homme d'âge mûr. Oui, ces choses comptent beaucoup pour eux.
tous. Et ma propre vie, oui. Ma vie est remplie de choses de ce genre. Lorsque Johnny s'est amusé à la Little League, lorsque le soleil jaillit d'une façon particulière à travers la fenêtre de la cuisine un matin d'automne, lorsque je réussis à transformer de la viande bon marché en un délicieux ragoût, ou ma pièce de rangement en quelque chose de presque pas tout à fait beau. Tels sont les moments où je suis heureuse. Lorsque je me sens utile quand l'harmonie peuple mon monde. Elle écoutait et entendait leur acceptation, leur amour, leur désintéressement et, pour la première fois de sa vie, trouva que les femmes étaient grandes. Leur grandeur faisait ressembler tous les exploits des guerriers et des chefs d'État à de pompeux auto-agrandissements, faisait ressembler même les poètes et les peintres à des marmots égoïstes qui se démenaient dans toutes les directions en criant « Maman, regarde-moi ». Leurs douleurs, leurs problèmes étaient secondaires pour l'harmonie du grand tout. Les mêmes qui avaient gémi et invoqué Dieu en bas, dans la salle de préparation, avaient oublié la douleur, l'amertume. Braves. Elles étaient braves. De bonne humeur et soumises, elles reprenaient les mailles qui avaient sauté et terminaient de tricoter quelque chose de chaud pour quelqu'un, en laissant leurs dents pourrir, en portant des vêtements étriqués pour payer la note de dentiste de Johnny, et en laissant de côté leurs désirs comme une fleur fanée de leur premier bal, enfoncée entre les pages d'un livre d'enfant. Elle les regarda, avec des yeux aveuglés par le soleil, et leur sourit. Margaret s'inquiétait à nouveau. Est-ce que son gamin de 3 ans était malheureux sans elle? Et Amélie? Est-ce que sa mère se rappelait de mettre plutôt des fruits que des bonbons dans le panier repas de Johnny? Et Grace, silencieuse et le front plissé par les soucis, qui espérait que Johnny avait fait réparer sa bicyclette et que Stella se débrouillait bien avec la cuisine. Elle sourit avec elle, rit avec elle de l'absurdité du monde. Elle était incapable d'être à leur côté avec autre chose que son cœur, mais ça, elle le faisait. Elle se dit qu'elle était enfin arrivée à l'état de femme. Alors, on va dire plein de choses, beaucoup de choses. D'abord, c'est très beau. C'est 100% une illustration de la fiction panier d'Ursula Le Guin, qui est postérieure. C'est pas du tout un texte qu'à ma connaissance Le Guin cite, c'est 100% un texte qu'elle a lu. C'était un best-seller, Toilette pour femmes, vraiment un best-seller. Donc, on a ça. En tout cas, ça en est une des illustrations possibles dans ce quotidien, et on voit bien la grandeur, le petit, les inversions de valeur, d'axiologisation, comment tout ça se met en place. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est le passage du bébé à ces femmes. Et en fait, comment on a alors quelque chose qui est l'amour maternel, mais en fait, c'est aussi l'amour parental, parce qu'on le voit, le fait que cet enfant sorte de sa chair est très secondaire. Et ça, c'est très très important. Ce qui reste, c'est la dépendance, avec cette chose très paradoxale, que cette dépendance est une soumission pour elle-même, mais qui n'oublie pas ce qu'est une dépendance, et donc là, que la domination des enfants est aussi une domination par les femmes. Et avec cette ambivalence fondamentale qui est en fait une double fonction des femmes dans le système patriarcal, puisqu'elles servent aussi, et sont aussi des agents du patriarcat qui vont continuer à reproduire la domination des enfants sur les enfants, leur exploitation pour une part, et cela est une part de leur propre exploitation. C'est double face. On va le garder comme ça. C'est très beau. Bon, voilà, ça c'est dit. Mais ce qui me paraît très beau, c'est finalement on a quelque chose qui est extrêmement petit et qui est ramené à un grand tout qui est presque cosmique dans cet ensemble et qui se... finalement... Comment le dire? Qui se... Hop là, je suis en train de péter ma bibliothèque. Cette image d'un... Alors, c'est le moment où le roman commence à être un roman de conversation, mais il n'est pas encore un roman féministe, il est un roman féminin. Et en fait, finalement, Toilette pour femmes, c'est l'histoire d'une formation féministe qui n'aboutit pas, qui ne peut pas aboutir, parce qu'on reste dans un régime qui est globalement réaliste à l'intérieur du livre. Même si on va avoir des espèces de décrochages historiques, on ne passe pas non plus en réalisme magique. C'est ça, moi, qui me rend le roman absolument passionnant, pour une part, parce que là, on est dans le roman, on va dire, pas du féminin, on est dans le roman des femmes. C'est le moment
Et c'est déjà féministe par cette narration, par les conversations. Mais ça nous raconte ce moment qui est celui d'une préconscientisation, avec un écart de classe sociale entre Mira et ces femmes qu'elle rencontre, et on voit qu'elle-même, eh ben, il y en a quand même une qui est plus pauvre que les autres, c'est qui manque des dents. Et on voit que Mira est la cible de Betty Friedan, que toutes ne le sont pas. A priori, toutes sont blanches, et ça, c'est quand même une chose dont Mira va se rendre compte, de la ségrégation aussi dans les centres hospitaliers de maternité. On n'accouche pas dans les mêmes endroits ni dans les mêmes salles, ni de la même façon, ni avec les mêmes encouragements. Mais c'est ça voilà, qui est en train d'être mis en place, en fait, dans ce roman. C'est ce moment de préconscientisation qui ne veut pas dire que c'est un moment sans solidarité. C'est-à-dire que la solidarité, elle est une étape qui peut permettre un engagement politique, elle est nécessaire à l'engagement politique, en tout cas un engagement politique féministe et ou de gauche. On va le rappeler, il n'y a pas de féminisme qui ne soit pas de gauche. Par contre, il y a beaucoup de gauches sans féministes. Il n'y a pas d'homme de gauche quand on parle de femmes. Christine Delphi, Brigitte Fontaine. Mais voilà, il y a ça quand même qui se passe. Et qui se met en place. J'aime énormément le fait qu'il y ait ici une coupure du chapitre entre le chapitre 19 et le chapitre 20, et qu'en même temps, il y ait comme un parallélisme par la jonction des deux chapitres, le passage de l'un à l'autre, bébé, les femmes. Et ces deux éléments mettent Mira dans un nouveau statut social, la maternité plus que le mariage encore. Même si le mariage est une première étape, c'est vraiment ce moment d'exploitation de son corps, pour la reproduction de la force de travail, etc., si on le dit en termes un peu marxistes, mais qui est aussi un moment qui est une étape très importante dans la vie des personnes qui accouchent et plus globalement de la parentalité, et d'une parentalité qui est extrêmement genrée. Et là, on rappelle qu'on est dans les années 50. Donc là, on est dans une parentalité de femme, de mère. À ce moment-là, très majoritairement, en tout cas, ce qui est montré, c'est la majorité ici. Et je crois que Marine French, elle touche quand même quelque chose qui est remuant pour beaucoup de femmes, pas toutes évidemment, déjà parce que toutes ne sont pas concernées, mais qui permet par les réflexions de Mira d'englober aussi donc le postpartum, les suicides, etc. Quand bien même elle fait le choix d'avoir quelque chose de plutôt heureux pour Mira, ça va pas durer. Mais voilà, on est dans cette espèce de voie médiocre et qui va être donc une espèce de formation au rôle féminin de Mira, qui à un moment deviendra féministe, mais là on en est encore très loin, et en même temps, on voit comment le roman est féministe, la vie du personnage ne l'est pas. Et Mira était plutôt une femme forte à laquelle on a envie de s'identifier, totalement la cible de Betty Friedan, mais qui ne va pas tenir face au poids du mariage, de la maternité, globalement du patriarcat. Mais qu'est-ce qui se tisse de liens, d'amitié, de connaissances chez Mira, chez ce personnage en particulier, mais aussi plus globalement, de femme à femme. Et je vous conseille encore et toujours de lire Toilette pour femmes pour toutes ces questions, et parce que ça reste un roman qui est magnifique et qui me remue à chaque fois, même que j'en vois la couverture. Je vous dis à bientôt.